Donc, tu peux donner le micro à Anastasia, s'il te plaît. Bonjour à tous, Bernard. Le présent du présent, essai psychanalytique sur le temps, c'est le titre de votre livre. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse échanger, discuter. Alors, je trouvais ce livre très enseignant et très didactique. Et vous nous présentez plusieurs temps, toujours avec une grille de lecture psychanalytique. Je pense au temps de physiciens, je ne le dis pas dans l'ordre sans doute, le temps des neurosciences, le temps des sociologues, les temps des philosophes, bien sûr, avec notamment Heidegger, Hegel, Cioran, et surtout Saint-Augustin. On va y revenir. Et tout ce temps, donc, pour nous éclairer sur l'objet temps que l'expérience de la parole dans la psychanalyse nous offre. Le temps du transfert, le temps dans les rêves, le temps de l'oubli et de la mémoire, le temps de la séparation avec l'autre, le temps de la passe. On a une journée hier et la question du temps était aussi présente. Alors, et ça surtout, c'est le plus important, avec des indications cliniques très précieuses. On en parlera peut-être tout à l'heure, le temps chez l'hystérique, chez l'obsessionnel, le temps chez l'autiste. Vous parlez aussi de la clinique du traumatisme, où le temps nous enseigne, effectivement, enfin, votre lecture nous enseigne. Mais avant tout, j'aimerais que vous nous disiez quelque chose à propos du titre de votre livre, qui est quand même un peu énigmatique. Et j'ai dit ça parce que on pourrait effectivement le saisir mieux si on mettait ce titre dans la série, dans la trilogie que Saint-Augustin propose. Et je le répète un peu, c'est Saint-Augustin, il me semble que c'est le pivot, enfin, le nœud de ces livres-là, de cette lecture-là qui vous oriente dans ce livre. Alors, le présent du présent, Saint-Augustin le met dans une, vous nous en direz peut-être un peu plus, dans ce qu'il appelle, c'est lui qui appelle comme ça, une insuffisance grammaticale, et il le met avec le présent du passé et le présent du futur. Donc, si vous pouvez nous éclairer un peu autour... Oui. Bon, d'abord, merci Anastasia pour votre lecture qui a été pour moi importante puisque vous m'avez aidé à amener ce livre à la publication. Le titre, il est volontiers énigmatique. D'abord, je me suis aperçu qu'en ce moment, tout le monde parle du temps. C'est très à la mode. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde parle du temps et beaucoup font l'apologie du présent. Alors, ce texte de Saint-Augustin a été pour moi une rencontre dans la mesure où j'ai entendu entre les lignes de ce qu'il propose une
une triade qui est pour nous, psychanalystes lacaniens, une référence essentielle. En gros, saint Augustin, en fin rhétoricien, c'était un professeur de rhétorique au départ. Il a voyagé de son Algérie à Milan pour enseigner la rhétorique. C'était un spécialiste des mots et un fin grammairien. C'est pour ça que je me suis amusé à l'appeler Augustin la grammaire. Pour ceux qui ont un peu de souvenirs d'une émission radiophonique qui m'a accompagné pendant très longtemps, qui s'appelle Signé Furax. Il y a un personnage qui était d'ailleurs incarné par Maurice Biraud, qui s'appelait Maurice la grammaire. Il faut lire ça, parce que c'est très daté, bien sûr, mais c'est tout à fait intéressant. Donc, je me suis amusé à l'appeler Augustin la grammaire, parce que c'est vraiment un grammairien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien sûr, on pense qu'il y a 3 temps, le présent, le passé, le futur. Et il s'attaque au passé. Il dit, mais le passé, c'est un temps qui n'est plus. Donc on le laisse de côté. Le futur, c'est un temps qui n'est pas encore. Laissons-le de côté. Il reste le présent. Ah oui, mais dès que je dis que quelque chose est présent, ça y est, c'est fichu, ça part. Donc il dit, c'est pas possible de dire les choses comme ça, et il propose 3 temps qui sont le présent du passé, c'est-à-dire faire dans un dire présent référence à quelque chose qui s'est passé. Il dit c'est la mémoire. Il y a le présent du futur, c'est-à-dire dans un dire présent évoquer quelque chose qu'on va faire. Il dit bon, mais ça c'est le désir, c'est l'attente. Et puis il lui reste le présent du présent. Et il dit ça, c'est quelque chose qui crée ce qu'il appelle distentio animi, une distension de l'âme. Pour nous, c'est clair, c'est la division, ou ce que Lacan appelle le tiraillement. Nous sommes tiraillés. Ce présent du présent. Alors, il m'est venu, et là j'ose le faire parce que je vois que dans la salle, c'est pratiquement que des visages connus. Donc je fais référence par rapport à ça. Je me suis dit, mais il faut que j'inscrive ça dans notre fameuse triade. Le passé, pas très difficile de l'assimiler au registre symbolique. C'est là que les choses s'écrivent et elles restent parce qu'elles sont écrites. Le futur, c'est quelque chose qu'on imagine, ça va assez bien de le situer du côté de l'imaginaire. Et il reste le choix, qu'il reste à chaque fois que Lacan en vient à sa trinité, le réel, c'est par défaut, c'est ce qui ne rentre pas là-dedans. Et c'est vrai que le présent s'y inscrit très bien. Et toute la tradition philosophique le montre. Tous les philosophes se cassent la tête sur ce présent qu'on n'arrive jamais à attraper. Je pense à Héraclite, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, etc. Vous connaissez ça très bien. Donc je me mets à écrire tout ça, et puis je vois qu'il y a des entrecroisements. Alors, entre le futur imaginaire et le présent réel, il y a toute une lunule dans laquelle on peut situer effectivement l'attente. On attend quelque chose. Dans la lunule qui est à l'entrecroisement entre le réel du présent et le symbolique du passé, il y a le présent du passé, effectivement, et c'est la mémoire. Puis j'ai dit, mais
Augustin a oublié la troisième lunule. Y a-t-il une connexion possible entre le futur imaginaire et le passé symbolique? Alors bien sûr, il y en a une. Il y a celle du présent. C'est-à-dire que c'est le présent qui peut nous permettre de jouer et éventuellement de faire la connexion entre ces deux. Mais il y a une partie de la lunule, si vous faites le schéma, qui se passe du présent. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je me suis dit, mais a priori, il n'y en a pas. Il n'y a pas de shunt directement qui mettent le passé en contact avec l'avenir. Et aussitôt, il m'est venu une réponse. Je dis, mais si, bien sûr que ça existe. Ça s'appelle le futur antérieur. Et c'est très intéressant parce que c'est justement là, dans cette connexion, dans cette intersection, que Lacan, dans son nœud borroméen, met la question du sens. Et aussitôt, une porte s'ouvre. C'est vrai que qu'est-ce que c'est que le sens? Avec la psychanalyse, on le découvre, le sens vient majoritairement après coup. Et donc, ça m'a permis de découvrir, au fond, la pertinence de cet assemblage logique dont le centre est ce fameux présent du présent. Il faut que vous l'écriviez pour le voir, c'est vraiment comme ça. C'est le présent du présent qui est au centre. Et puis, il y a trois branches. D'un côté, l'attente, de l'autre côté, la mémoire, et puis le sens, après coup, avec le futur antérieur. Donc, c'était assez amusant de voir que, suivant les pas de Saint-Augustin, j'en arrive à être presque plus grammairien que lui, en rajoutant cette histoire du futur antérieur dont je me suis régalé à lire tous les débats qui ont eu lieu depuis le Moyen-Âge sur ce temps particulier qui est en fait pour nous intéressant parce qu'il distingue en fait deux temps différents. Le temps de l'énoncé, c'est-à-dire que dans un énoncé, on peut dire, voilà, quand tu rentreras, j'aurai déjà dîné. Hein, voilà, on voit bien que tu ne peux pas rentrer avant que j'ai dîné, donc ça ordonne un peu les choses. Oui, mais quand je dis ça, rien ne dit que je n'ai pas déjà dîné. C'est-à-dire que le temps, le repérage du temps dans le dire, donc dans l'énonciation, n'est pas défini, hein, et en tout cas n'est pas en rapport direct avec ce temps qui est dans l'énoncé. Hein. Et là, ça m'a amené à relire Lacan, qui dit des choses là-dessus absolument justes. Oui, alors avant de revenir sur le futur antérieur, enfin je fais le choix, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire autour de votre livre, mais je fais le choix de rester dans la question grammaticale. Enfin, oui. Si. Et je vais vous citer en citant Saint-Augustin. Je reviens, c'est ce paradoxe grammatical qui l'a poussé, si j'ai bien compris, à penser cette triade. Mm-hmm. Et il prend, vous le citez, le participe présent oui. du verbe mourir. Ah, voilà. Et ça, c'est très beau. Et alors, il arrive donc à une sorte d'impasse. Parce qu'il explique que comment appeler mourant ce que la mort ne possède pas encore. Cependant, c'est avec raison qu'on les dit mourant, car la mort étant venue, ce n'est plus mourant, mais mort qu'on les appelle. Et il donne une solution à ça.
qui est enfin, assez amusante. Il suppose une présence divine. C'est une intention, enfin la présence de Dieu dans ce paradoxe grammatical, dans cette insuffisance du langage. Et votre livre tourne autour de ça, et ça c'est le lien aussi avec ce que l'expérience de la parole dans la psychanalyse nous enseigne, c'est-à-dire les bizarreries du langage, l'insuffisance du langage, là où l'inconscient se loge. Alors j'aimerais vous poser une question avant qu'on parle du futur intérieur, peut-être plus tard. Si saint Augustin donne donc cette solution divine à cette insuffisance du langage, quelle est la solution du psychanalyste, s'il y en a une? En tout cas, qu'est-ce que le psychanalyste propose face à cette insuffisance? Alors, bon. Ce petit passage de saint Augustin est formidable. En général, on ne le cite pas parce que, pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas dans les confessions. C'est dans un texte beaucoup plus dense, beaucoup plus rhétorique, grammairien et logique, qui s'appelle La Cité de Dieu. Alors, non seulement il montre les difficultés à saisir le temps dans le participe présent du verbe mourir, comme vous l'avez cité, mais il le montre aussi du côté du participe passé. Parce que mourir, je suis obligé de le dire en latin, parce que c'est comme ça qu'on voit un petit peu comment travaille saint Augustin. Mourir, c'est morior. Et comme les verbes de cette catégorie-là, en général, le participe passé, on rajoute tous. Par exemple, je me lève, c'est orior, hein, et ortus est, ça veut dire il est debout. Hein. Donc, si il dit, si j'interroge le verbe morior, c'est drôle, hein, s'adresser directement au mot, et je lui dis, comment tu te conjugues au participe passé? Il me répond, mortuus est, et non pas mortus, comme ça devrait être. Alors il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce redoublement de la lettre? Et il repère qu'il y a comme ça des substantifs ou des adjectifs, hein, qui ont ce redoublement ou-ous. Et il se dit, eh bien finalement, avec ce verbe mourir, quand on le conjugue au participe passé, on tombe sur ce paradoxe que le participe passé disparaît au profit d'un substantif ou d'un adjectif. Bon. Alors, évidemment, sa réponse, qui est dans le sens de, sans doute, son fantasme, pour reprendre le débat de tout à l'heure, sa réponse, c'est de dire, s'il y a une insuffisance de la grammaire, et justement sur ce verbe mourir et sur ce temps particulier de la mort, c'est pas un hasard, hein, c'est Dieu. Évidemment, lui, il s'est converti, hein, une grande conversion à la Saint-Paul, hein, c'était pas au départ un catholique convaincu. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Ben, moi, je me dis que d'abord, on peut retenir la leçon de prendre les mots au sérieux, de les interroger, de les écouter, de les faire sonner comme jamais on les a fait sonner, hein, et de se dire non pas qu'il y a là une intention divine, mais que pour nous, il y a là, en tout cas c'est dans l'histoire de la découverte de la psychanalyse,
il y a là une supposition possible à faire, la supposition de l'inconscient. Et quand on lit bien Freud, on s'aperçoit que Freud s'attache à la grammaire de l'inconscient, c'est-à-dire une grammaire dissidente, au fond, ou bien une grammaire qui répondrait aux impasses de la grammaire. Donc, la réponse que je peux esquisser à votre question, c'est de se dire que, le psychanalyste doit écouter. Il doit écouter au-delà du sens. Il doit s'interroger sur la logique. C'est très très important. La logique est pour nous fondamentale. Et c'est à partir de là qu'il peut faire entendre à un sujet sa façon d'y faire avec le langage, comment il aura été marqué, ou pas d'ailleurs, par toutes ces histoires. Ce qui, à mon sens, pour reprendre le débat de tout à l'heure, donne une certaine connaissance. Une certaine connaissance que n'a pas celui qui n'a pas fait une psychanalyse, qui ne s'aperçoit pas du tout de la façon dont le langage et la grammaire nous contraignent. Alors, ça peut lui donner, à partir de là, je crois, une ouverture sur sa façon de faire avec précisément, parce que toutes ces histoires de grammaire ne m'intéressent que par rapport au temps, c'est-à-dire de faire avec cet objet qui fuit en permanence, qui peut faire l'objet d'un manque à être, mais qui va bien au-delà, parce que c'est un objet qui le définit. C'est un objet qui le définit dans sa façon d'être. Et je pense que cette façon de faire avec cet objet, que je rajoute à la liste des objets freudiens et des objets lacaniens, je me permets de le faire parce que Lacan nous y encourage. Dans le séminaire encore, il le dit vraiment textuellement. Il y a deux, trois autres occurrences, vous les trouverez dans le livre, où on voit que Lacan pense que le temps est un objet petit a. Donc ça voudrait dire que cet objet-là, pour celui qui veut bien s'en apercevoir, est un objet de la séparation. Être au temps de l'autre, bon, c'est assez courant. Après tout, socialement, c'est même plutôt bienvenu, parce que ceux qui refusent d'être dans le temps de l'autre, on a du mal à faire avec eux. Mais réduire tout son être à ce temps de l'autre, c'est d'une certaine façon rester dans la paralysie d'un obsessionnel, dans le... Hamlet, bien sûr. Voilà. La marionnette, bien sûr. Hamlet, c'est... Là, je fais référence à Hamlet parce que c'est assez magnifique de voir comment, justement, il reste, et Lacan le dit, il reste dans le temps de l'autre. Son temps à lui, il le découvrira qu'à la fin. C'est l'heure de vérité et c'est sa mort. Voilà. Dans la série, d'ailleurs, de différents temps que vous proposez le temps des littéraires aussi, avec Proust, oui. Et Hamlet aussi. Mais est-ce qu'on pourrait alors dire que cette lecture que vous en faites propose le temps, pas simplement comme objet, mais comme cause aussi? Oui. C'est ça que... Comme objet cause. Comme objet cause. Absolument. Pas simplement comme un objet perdu, j'ai pas le temps me manque, etc. Non, comme ça, quelque chose qui le cause et dont on peut avoir les coordonnées dans certains moments de la vie, dans ce qu'on appelle l'acte. Aussi bien le passage à l'acte, côté négatif de la chose, que l'acte
fondateur, celui par exemple de César qui franchit le Rubicon. Je reviens sur le futur antérieur. Donc, vous citez Lacan, et surtout aussi ce futur antérieur nous oblige à revenir aussi sur Freud, l'après-coup freudien. C'est ça qui est aussi important. Donc je vous cite, Lacan n'a pas cessé de s'intéresser à cet usage du futur antérieur. En cela, il a été guidé par la découverte freudienne de l'après-coup. Lacan est un des premiers lecteurs de Freud à avoir souligné l'importance de cette temporalité propre à la vie psychique. Sans doute, la lecture de Heidegger l'a aidé à se faire une idée précise de cette temporalité. Tout comme l'après-coup, le futur antérieur montre qu'un événement passé peut ne prendre son sens que dans un futur. Du fait de l'articulation du langage, qui est une articulation non pas de signes, mais de signifiants, un signifiant qui a marqué le sujet en temps T1 ne prendra son sens qu'en temps T2 du fait de son articulation à un autre signifiant. Le sens est donc structurellement à venir, mais comme sens, il a un sens rétroactif. Toute la théorie de la psychanalyse est fondée sur le fait que l'histoire d'un sujet ne se résume pas à l'écriture symbolique de son passé, mais est faite de sens qui est aussi bien à venir. C'est ce que Lacan écrit en 1953 dans Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. Vous citez Lacan, je le cite donc, ce qui se réalise dans mon histoire n'est pas le passé défini de ce qui fut puisqu'il n'est plus, ni même le parfait de ce qu'il a été dans ce que je suis, mais le futur antérieur de ce que j'aurais été pour ce que je suis en train de devenir. Il est, pourrait-on dire que Lacan, il est Saint-Augustin, comment le dire? Augustinien. Oui. Pourrait-on dire ça? Ah oui, tout à fait. Donc, je finis le passage. En définitive, cette phrase compliquée décrit le nœud de la temporalité que j'ai déduit de ma lecture de Saint-Augustin. Ce qui se réalise dans mon histoire, c'est ce nœud entre passé, présent et avenir, et il faut souligner l'importance du futur antérieur que je situais à l'articulation de l'imaginaire et du symbolique, c'est-à-dire là où Lacan situe le sens. Le futur antérieur est donc par excellence le mode du sens. Je ne peux pas rajouter grand chose à ça. Mais peut-être dans la salle, vous avez envie de réagir? Allez-y. Merci. J'ai une question qui vient de me venir là, avec ce que tu viens de dire, Anastasia. Si le temps est une cause, enfin un objet cause, le futur antérieur, si, alors on prend un exemple un peu différent du vôtre qui était, si je m'en rappelle, quand tu reviendras, j'aurai dîné, enfin bon, bref. Mais si on prend dans une phrase avec le futur antérieur le même pronom personnel, par exemple tu, alors je vais prendre un exemple qui fait référence à notre discussion, quand tu auras fini ton analyse, tu seras libre, c'est pas ce que nous promet l'analyse, mais c'est pas grave. Quand on le prend comme ça, il y a une promesse. C'est la grammaire fait une promesse. Enfin, elle promet quelque chose dans le futur. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que cette promesse logée dans la grammaire
qui fait cause? Enfin, c'est une question que je me suis posée là en vous écoutant. Mais j'en profite pour dire quand même, alors, le signifiant commande, le dire commande, la jouissance commande, et maintenant la grammaire commande. Donc on est vraiment des forçats. Hein. Oui, l'exemple que vous donnez, grammaticalement, peut effectivement rentrer dans la forme du futur antérieur. Mais ça n'est pas un usage du futur antérieur. Quand tu auras fini ton analyse, on ira jouer dans la cour. Ce n'est pas du futur antérieur. Le véritable futur antérieur, c'est soit il aura finalement, à la fin de son analyse, il aura été ceci ou ça, ou il y a un autre usage qui est intéressant, c'est l'usage conjectural. Par exemple, vous dites « Oh, j'ai oublié mon portefeuille ». Et puis aussitôt, mais on me l'a volé. Et puis la voisine vous dit, mais non, peut-être que tu l'auras oublié à la maison. Ça, c'est du véritable futur antérieur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'implicite qui dit, tu verras dans si ce que tu dis là se vérifie ou pas. Hein? Et c'est pas pareil. Hein? Donc, ça veut dire simplement que quand on utilise le futur antérieur dans son véritable usage, le sens et la valeur d'un énoncé se vérifiera plus tard. Il y a quand même une promesse. Non, la promesse, c'est tu verras ou on verra. Mais ça ne dit pas que forcément tu as oublié le portefeuille chez toi. Hein? Et je pense que c'est une nuance très importante aussi. Oui. Alors moi aussi, tiens, j'avais une question. Si tu permets. Oui, très simplement. D'abord, le temps, Lacan, c'est vrai, entre dans la publication avec son article sur le temps logique de 1945, qui est vraiment la matrice logique de tout son enseignement à venir, et il revient très régulièrement jusqu'à son dernier séminaire, Topologie et le temps. Et c'est un souci aussi pour tout le monde, pour les gens qui viennent nous parler, qui expriment, beaucoup d'entre eux, très bien comment ils ont du mal à se sentir au présent, à se sentir présent tout simplement. Hein, c'est que le sujet, quand on fait l'appel, au moment de répondre présent, il s'évanouit. Alors, Saint-Augustin, je ne suis pas sûr d'avoir tout suivi parce que je ne suis vraiment pas spécialiste des pères de l'Église, mais pour lui, on peut être présent par l'intermédiaire de la divinité, si j'ai bien compris. Il ne dit pas... Alors, ma question, attends, je finis ma question, tu répondras. Est-ce que par la psychanalyse, on arrive à être présent ? Alors, je vais répondre à la deuxième question. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Et ce que je crois repérer, justement, dans cette expérience que Lacan a inventée et qu'il nous a léguée, je crois qu'on peut repérer que être psychanalyste, ça implique une certaine qualité de présence. Et cette présence-là, moi, je la situe exactement au centre du nœud, là où Lacan écrira l'objet petit a, là où moi je mets le présent du présent augustinien. Hein, et il me semble que le psychanalyste doit incarner cette présence-là. Et au fond, c'est dans la règle fondamentale. Dites tout ce qui vous vient ici et maintenant, et non pas racontez-moi votre histoire. Hein.
l'analysant fuit en permanence, parce que c'est normal, c'est insupportable, d'une certaine façon, d'être dans ce temps réel du présent. Mais l'analyste essaye d'être là où il faut pour faire entendre cette chose. Oui, Donc, mais à ce moment-là, il n'est pas sujet. Ah non, bien sûr que non. Donc, Mais il n'est pas sujet. Mais il faut une disposition du sujet pour accepter d'incarner ce réel, cette présence-là. Hein. Et c'est quand même assez intéressant de voir que, justement, en français et dans beaucoup de langues, présent et présence, c'est la même racine. Hein. Alors, la première question maintenant, qu'est-ce qu'il en fait, Saint-Augustin, exactement de cette histoire? L'essentiel, c'est qu'il dit que ce présent du présent, ça crée distantio animi, une distension de l'âme, une sorte de division, d'écartèlement. Et en fait, pour les gens qui lisent Saint-Augustin avec un peu de hauteur, c'est pas toujours des gens du milieu de la religion, c'est des philosophes. Hein. Pour eux, le pas d'Augustin, c'est de confronter le un éternel, présent éternel de Dieu. Je suis celui qui est, pas celui qui a été, ni celui qui sera. Je suis celui qui est. Donc confronter le un de cette présence éternelle de Dieu avec ce que Lacan appelle la condition humaine de l'être humain tiraillé dans une trinité de l'espace. Il joue entre éternité et trinité. C'est-à-dire que la condition humaine, c'est justement d'être tiraillé entre ce présent du présent, le présent du passé, le présent du futur. Mais en même temps, moi, ce que je repère dans la clinique, c'est que pour ceux qui ne sont pas tiraillés là-dedans, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que celui pour lequel, par exemple, le passé s'engraine avec le présent, eh bien, ça peut donner des trucs comme ces sentiments qui sont des diagnostics, en général évoquent des diagnostics psychiatriques, voire neurologiques, du déjà-vu. Hein. Quelqu'un qui confond la perception qu'il a de quelque chose de présent avec quelque chose qui serait du passé. Hein. Donc ça, c'est typique du fait qu'il y a deux ronds là qui se mettent à se prendre en chaîne et le troisième ne sert plus à rien. Et bon, Anastasia faisait référence à un chapitre où j'ai parlé du traumatisme, et c'est exactement la même chose. Dans le traumatisme, il y a une espèce de truc qui fait que le présent ne passe pas au passé. Hein. La personne revit en permanence ça. Et il y a depuis en gros le Quattrocento, il y a des gens qui ont trouvé des petites astuces pour remédier à ce genre de choses. Hein. Et c'est ce qu'on appelait dans le Quattrocento l'arte dell'oblio. Hein. C'est-à-dire que quand on était comme ça pris par des choses qu'on voulait oublier, eh bien il fallait l'écrire sur un petit bout de papier. Et le fait d'écrire crée une image. Et puis après, ce petit bout de papier, on le froisse, on le déchire, on le jette à l'eau. L'encre se dilue, voilà, et la chose est terminée. C'est assez amusant. C'est d'autant plus amusant qu'il y a un auteur que je cite dans le livre, qui est plutôt sociologue, et qui montre qu'avec la même astuce, on peut à la fois s'assurer d'une mémoire. Par exemple, comment font les types qui passent dans les cabarets? On leur donne une liste de cartes et
et ils s'en souviennent, etc. Ben, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils associent le signifiant à ne pas oublier à une image, et ils la localisent dans l'espace. Le 3 de cœur est là, le valet de trèfle est là, etc. Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent un passage par l'imaginaire pour faire tenir les choses. Mais l'Arte dell'Oblio, c'est le contraire. Et ce gars raconte l'histoire d'un patient qui justement est un mnémoniste professionnel, il s'exerce dans les cabarets, il fait les soirs, mais le soir, quand il rentre, il est absolument vidé. Et il faut qu'il oublie les trucs qu'il s'est forcé à retenir. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il écrit ce qu'il doit oublier. Sur un petit papier, et puis il le jette, et voilà. Et moi, je me suis aperçu que je faisais ça depuis longtemps. Quand je reçois des enfants qui font des cauchemars répétitifs, je leur demande, tu pourrais le dessiner? Alors, ils dessinent le cauchemar. En général, évidemment, le loup dessiné n'est pas un loup qui fait peur. Hein. Des fois, ça peut même faire rire. Et immanquablement, la répétition de ce cauchemar s'arrête. Hein. Ça veut dire que, on peut se débrouiller de ces tiraillements ou de ces erreurs, après tout, de ces erreurs d'écriture du temps.